Et salut à tous les amis, on se retrouve comme tous les soirs, 19h pour le débrief de l'étape du jour. Il fait 3000 degrés, j'ai plus de force, plus aucune force les amis. Les coureurs du Tour de France m'ont tout pris aujourd'hui, mais comme David Gaudu ou Tadej Pogacar, je vais essayer de m'arracher pour aller au bout de cette journée de canicule. Journée historique, presque légendaire, on va en parler ensemble. J'ai passé ma journée en slibard. Je suis encore en slibard, mais ça, faut pas le dire les amis. Il est vraiment en slip, les gars, c'est pas une blague. Hein. Moi, je suis en pas mettre Moi, j'ai mis un petit short aussi, mais Joseph est vraiment en slip. Il nous l'a montré juste avant. Je ne pouvais pas faire autrement, je suis désolé, j'ai tenté, mais il fait vraiment beaucoup trop chaud. Comment ça va, Polo ? Ah, ça va très bien. Franchement, malgré la chaleur et des conditions dantesques pour regarder l'étape aujourd'hui, l'étape a été extraordinaire. J'en attendais vraiment pas tant. On a eu exactement tout ce qu'on voulait voir quand on en parlait ce matin avec Robin dans la preview Winamax. On a vu des leaders au classement général se faire la course de loin. On a vu une très belle échappée, un Français qui nous a fait rêver. On a vu nos Français aussi placés au classement général se battre comme des lions pour faire une étape magnifique. Franchement, extraordinaire. C'est ce que j'ai dit sur Twitter. Je pense honnêtement que de la dernière décennie, c'est la plus belle étape du Tour de France qui m'a été donnée de voir. Même avant les étapes de 2019. Il y a peut-être des petites étapes en 2011 qui ont été aussi assez folles. C'est pour ça que je parle vraiment de la décennie. En tout cas, sur la décennie, j'ai vécu une étape absolument extraordinaire. J'ai tellement hâte d'en débriefer avec vous, les gars. Il y a tellement de choses à dire. Ça va être incroyable. Il y a Caribou qui a perdu de l'argent avec l'étape d'aujourd'hui, mais qui est content comme un gosse parce que c'était légendaire. Il y en a d'autres qui ont gagné de l'argent, mais qui en plus se sont régalés. Ça reste ça le plus important, Robin. Un vrai rêve éveillé aujourd'hui, franchement. Ouais. Franchement, c'est une étape de légende comme t'en vis très, très, très rarement. Moi, je pense que je n'ai jamais vécu ça. On a vécu depuis des années et des années parfois des raids impressionnants d'un coureur ou deux, mais une étape où ça bagarre comme ça entre autant de coureurs différents du kilomètre zéro, parce que Wout van Aert a attaqué au kilomètre zéro jusqu'à l'arrivée, je n'ai jamais vu ça. Alors évidemment, c'est déjà arrivé. Simplement, j'étais pas devant ma télé. J'ai l'impression d'avoir vécu une étape des années 80 sur le Tour quand Hinault faisait tout péter ou quand Merckx faisait tout péter 10 ans plus tôt dans les années 70. Donc voilà, je suis bien installé pour en parler. Derrière moi, vous pouvez voir, j'ai mon petit ventilateur. Normalement, on ne l'entend pas, mais il me balance de l'air un peu frais. Donc franchement, je suis au top. Je peux faire une émission de 6 heures si vous voulez. T'as tennis après, Robin, ou pas ? Non, j'ai pas de tennis aujourd'hui. Pas tennis, parce qu'apparemment, ton adversaire est déjà prêt, posé sur sa chaise. J'ai l'impression que Polo, il est en mode coaching. C'est entre les deux jeux, là. C'est quoi la serviette, Polo ? C'est parce qu'il fait chaud, c'est pour un peu m'essuyer, tu sais. C'est important. C'est important, les gars, parce qu'il fait très, très chaud là où je suis. Et j'ai pas la chance d'avoir un ventilo comme toi, Robin. C'est vrai, arrête un peu, ça coûte 15 balles. J'ai pas dit que ça coûtait cher, j'ai dit que j'en avais pas. C'est quand même deux choses différentes. Ça c'est l'anticipation, Polo. Demain, moi, je vais. Ça arrivait, la canicule, j'ai fait en sorte d'être équipé. Oui, bah, t'es quelqu'un de prévoyant. Demain, je vais au taf, j'aurai la clim et je ferai tout mon setup de là-bas et je serai dans de bien meilleures conditions. Là-bas, non plus. Hein ? Tu vas pas dormir là-bas, il va falloir acheter un ventilateur quand même. Ouais, il faudra que j'achète un ventilateur. C'est ce qu'on disait avec mon coloc tout à l'heure, c'est que ça fait quand même deux bonnes années qu'on est en colocation. On n'a jamais pensé à acheter un ventilateur. Ouais. Effectivement, vous n'êtes pas très prévoyant avec Jordan, mais vous êtes des bons vivants. Ça reste le plus important. Donc Jonas Vingegaard qui gagne la 11e étape du Tour de France, une 11e étape qui passait par les lacets de Montvernier, le Télégraphe, le légendaire Galibier, le magnifique Granon, parce que franchement, il a été magnifique, tout autant par le scénario, franchement, que par les paysages. Derrière, après, tout a explosé. Les coureurs sont arrivés les uns après les autres. On va parler de tous les uns après les autres. Polo, je t'ai mis le classement de l'étape du jour. Et Tadej Pogacar donc, qui perd son maillot jaune au profit de Jonas Vingegaard. Il a craqué, il termine à 2,51 du Danois. C'est le premier grand thème du jour. Robin, Paul, vous l'espériez, vous en rêviez même, on en rêvait. Et bien, ils l'ont fait, peut-être même, je ne sais pas, Robin, encore plus fort qu'on l'attendait même. Beaucoup plus fort que ce qu'on pouvait imaginer de mieux. L'équipe Jumbo-Visma a fait tout ce qu'il fallait. Ils ont fait l'étape parfaite. Mais franchement, on est obligé aujourd'hui de leur tirer un énorme coup de chapeau. Ce qu'ils ont fait, ça restera dans l'histoire du Tour de France pour presque toujours, j'ai envie de te dire, peu importe ce qui arrive derrière, que Vingegaard gagne ce Tour de France ou pas, c'est une étape qui restera dans la légende par le collectif de Jumbo-Visma.
Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils nous ont offert du spectacle, ils ont renversé le Tour de France, ils ont renversé un maillot jaune qu'on ne pensait pas renversable. Même Jonas Vingegaard le dit à l'arrivée, je ne pensais pas que c'était possible de prendre le maillot jaune à Tadej Pogacar. Et finalement, ils l'ont fait. Ils avaient un plan depuis des mois et des mois. Ils avaient coché cette étape. C'était l'étape d'aujourd'hui et l'étape de demain. Ils les avaient en tête depuis vraiment presque le début de saison. Aujourd'hui, tout s'est mis en place comme il fallait. Ça n'a pas été facile parce que ça n'a pas été non plus du tableau noir. Ça n'a pas été on met des mecs devant, on attaque avec Roglic, bam, Pogacar lâché, parfait, allez emballer, c'est pesé. Ça n'a pas du tout été ça. Pogacar, il s'est super bien défendu jusqu'à aller à 5 km de l'arrivée dans le Granon. Donc franchement, pendant longtemps, ils étaient à 2 doigts d'avoir fait tout ça pour que ça ne paye pas, ce qui aurait quand même été magnifique, mais ça aurait pu ne pas payer. Et finalement, ouais, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Pour résumer très rapidement, Van Aert, Laporte qui partent en échappée, Roglic qui attaque dès le col du Télégraphe. Moi, dans mes estimations, mes scénarios les plus optimistes, je te disais, ça peut bouger sur le haut du Galibier. Roglic, il a bougé dans le Télégraphe, c'est incroyable. Ensuite, ils ont remis ça dans le Galibier. La scène, le moment qui dure 10-15 minutes où ils sont à 4 avec Roglic, Vingegaard, Pogacar, Thomas, et où Vingegaard et Roglic mettent 4 ou 5 attaques chacun, et Pogacar va tous les chercher un par un avec Geraint Thomas qui regarde ça. Franchement, la scène, elle dure 10 minutes, mais c'est incroyable. Non, mais c'est là que c'est incroyable, hein, parce que comme tu dis, ils auraient pu tout perdre aujourd'hui. La Jumbo a joué comme ça, a excité un Tadej Pogacar dès le début. Tadej Pogacar a tenté quelques attaques sur le pied du Galibier juste après le Télégraphe. Si Pogacar part à ce moment-là, c'est terrible. Le Tour de France est fini et on plie bagage. On n'avait plus besoin de faire nos débriefs. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils aient osé de faire cette tactique, qu'ils l'avaient prévu depuis de longue date et qu'elle ait marché. C'est là que c'est en cette étape extraordinaire, c'est que moi, je ne croyais pas à Pogacar, même si on en a beaucoup parlé, soit dans la preview ou depuis le début de ce Tour de France, quand les gens venaient nous dire ouais, mais le Tour de France, il est fini, Pogacar, il est trop fort sur les pavés, il n'est jamais battu, il est toujours bien placé, etc. On vous a dit, Robin vous l'a dit, je vous l'ai dit, Vingegaard a les capacités en très haute montagne, en altitude, de poser des problèmes à Pogacar, et en plus, il a l'équipe pour. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors de là à y croire, quand on en parlait ce matin, on était un peu hésitant. En tout cas, moi je l'étais. En tout cas, tu attendais le duel. Mais j'attendais le duel et j'étais pas et je me disais que Vingegaard pouvait le faire. Mais dans ces circonstances-là, avec ce scénario-là, c'est extraordinaire. La Jumbo-Visma a fait du tableau noir du premier jusqu'au dernier kilomètre. C'est extraordinaire de pouvoir mettre Van Aert et Laporte dans l'échappée, que Laporte récupère Roglic et Vingegaard à Valoir juste avant le début du Galibier, que Van Aert récupère le groupe pour faire la descente un peu la plaine, que Van Aert s'arrête pour aller chercher Roglic pour que Roglic aille faire le pied du Granon. C'est certes, ça pouvait peut-être un peu mieux se passer. On attendait peut-être plus de Roglic dans le Granon, mais ça a quand même servi. Ce relais a servi. Son boulot aujourd'hui. Le travail de Van Aert aussi, à partir du moment où il a ramené toute la groupe ADG et Roglic, il a continué et c'est lui qui ramène le peloton à portée de fusil aussi pour l'échapper, pour aller à la victoire d'étape. Ce qu'a fait la Jumbo-Visma aujourd'hui, c'est extraordinaire. Alors certes, c'est du sens tactique, mais ça prouve aussi encore une fois la force physique de cette équipe qui est largement au-dessus des autres. Je ne pensais pas qu'on pouvait mettre en difficulté Tadej Pogacar. Le seul moyen de le faire, c'était exactement de faire comme ils ont fait. Et en plus, ça a fonctionné. Donc là, bravo à eux, bravo à Vingegaard. Et surtout, ça annonce un Pogacar revanchard. Le Pogacar maillot blanc, je l'appelle. Le Pogacar maillot blanc qui, lui, à mon avis, a une journée de moins bien aujourd'hui. On espère que ce n'est pas le Covid. On espère que ce n'est pas physique. Mais en tout cas, si ça ne l'est pas, va nous régaler pendant les prochains jours et déjà dès demain. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que Jumbo-Visma a risqué de tout perdre pour aller gagner ce Tour de France. Et c'était un peu le débat qu'on avait. Et ils y ont répondu aujourd'hui. Jonas Vingegaard le dit à l'arrivée en interview. Il dit « J'ai fait deuxième du Tour l'année dernière. Roglic a fait deuxième du Tour aussi pour l'équipe. C'était en 2020. En gros, ça ne nous intéresse plus. On voulait tout tenter parce que deuxième, on l'a fait. On l'a fait 2 années de suite. Et c'était un peu ce dont on avait un petit peu peur, ce qu'on pouvait redouter, se dire est-ce que Jumbo-Visma va se dire bon bah on va jouer le podium et puis on va la jouer finalement de manière classique face à Pogacar, on va attendre les dernières ascensions, on va voir si Vingegaard est meilleur que Pogacar ou pas et puis s'il n'est pas meilleur et ben on fera deuxième et on s'en contentera. Aujourd'hui ils ont montré que non, c'était pas ça la stratégie, qu'on n'allait pas se contenter de faire deuxième. Je sais pas s'ils remporteront ce Tour de France parce que comme dit Polo, là on a énervé Tadej Pogacar et ça peut être parfois une mauvaise nouvelle. J'ai cru déjà dans la journée que Pogacar à un moment il allait leur en mettre
une quand il attaque à 50 bornes. Je me suis dit là, ils l'ont un peu énervé, il va partir tout seul et c'est fini. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais il peut s'énerver dans les jours qui arrivent. Tu avais Pogacar et puis après, il y aura encore les Pyrénées. En tout cas, Jumbo-Visma, ils ont couru pour gagner ce Tour de France. Et franchement, c'était une prise de risque énorme parce que quand tu te retrouves à 4 dans la vallée avec le duo de Jumbo-Visma, Pogacar et Thomas et qu'ils attaquent à tour de rôle Vingegaard et Roglic, ils sont en train de les cramer. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas très compliqué d'envoyer Wout van Aert dans l'échappée le matin. Tu prends pas un gros risque. Laporte non plus. C'est même pas trop risqué de faire attaquer Roglic dans le Télégraphe ou dans le Galibier parce que au classement général, il était quand même un petit peu loin, Primoz Roglic. Tu avais déjà compris que c'était pas lui qui allait gagner le Tour. Mais quand tu demandes à Vingegaard de placer une attaque sur 2 et de se relayer avec Roglic et qu'en fait Vingegaard il place 5 ou 6 attaques, là tu prends des risques parce que Vingegaard il lâche un jus incroyable là-dedans. Et s'il n'est pas plus fort que Pogacar à la fin de la journée, c'est Vingegaard qui le prend le tir qu'a pris Pogacar. Alors que finalement, en la jouant plus sécurisée, en attendant le col du Granon et en s'expliquant à deux, peut-être que tu peux perdre un peu de temps, mais tu limites les dégâts. En faisant ce qu'ils ont fait, en attaquant à 70 bornes, 60 bornes, 50 bornes à chaque fois, en remettant une couche aussi loin de l'arrivée, ils ont pris des énormes risques. Et moi, je suis super heureux qu'ils aient fait ça. Ils ont eu un brin de réussite. C'est pour moi le moment où ils s'isolent à 4, justement, c'est d'avoir Geraint Thomas avec eux, ce qui a permis de faire en sorte que Ineos ne roule pas derrière. Et ça leur a permis pendant un long moment d'être à 4 et justement de faire mal à Pogacar. On ne saura jamais vraiment si tout ce travail de sap, c'est ce qui a fait la défaillance de Pogacar à la fin, ou si Pogacar aurait eu cette défaillance quoi qu'il arrive. Ça, on ne le saura jamais. En tout cas, Jumbo-Visma s'est donné les moyens de faire vaciller Tadej Pogacar et de le faire tomber. Ils ont réussi. Et je pense, moi, intimement, que ce moment-là de 15-20 minutes où Pogacar est vraiment tout seul et où il n'a pas d'autre choix que de sauter sur toutes les attaques, ça lui a fait très très mal. Ouais, très très mal mentalement. Et alors c'est une chose de dresser une tactique, c'en est une autre de dresser la même. Paul, ton expression de tableau noir est très intéressante parce que c'est là-dessus peut-être qu'il faut insister, c'est que au-delà de faire le choix de risquer, c'est que j'ai l'impression qu'ils font surtout les bons choix et notamment celle de prendre le risque de cramer un Primoz Roglic qui aurait pu, je ne sais pas, sur une course d'attentisme, aurait pu potentiellement aller chercher un podium à Paris. Je ne sais pas, je ne connais pas à quel point il en est physiquement. Mais aujourd'hui, ils ont pris le risque de cramer Roglic et c'est peut-être là aussi où Jumbo a fait le bon choix. Comme l'a dit Robin, ils ont pris le risque de perdre le Tour de France. Je pense que c'est important d'appuyer là-dessus. Ils ont pris le risque de perdre le Tour de France. Quand il s'est seul avec Roglic, Geraint Thomas qui ne met pas un coup de pédale, Pogacar et Vingegaard, on n'est pas à l'abri que Pogacar soit le meilleur des trois. Et à ce jeu-là, Roglic, on a vite vu que ce ne serait pas lui qui pourra le concurrencer. Et à ce jeu-là, Vingegaard, il fallait qu'il soit fort dans la tête parce que Pogacar en a mis quelques-unes. Pogacar semblait très fort. Pogacar était détendu. Et à ce moment-là, dans la tête, ça aurait pu faire douter la Jumbo-Visma. Donc, au-delà même de l'esprit tactique et de la force physique, il y a eu cette gestion mentale très forte de la part de Vingegaard, bien aidé. Je pense que ça aide aussi par son équipe qui, dans sa globalité, a été extraordinaire aujourd'hui. On n'a pas parlé de Tish Benoît, qui fait un travail extraordinaire dans le Télégraphe. Je pense que ça aide aussi à garder son sang-froid et à garder le mental au frais. Mais moi, je suis désolé, quand Pogacar se retrouve seul avec Roglic et Vingegaard, je me dis, si Pogacar contre-attaque dans les pourcentages du Galibier qui les laisse sur place, le Tour de France, il est fini et la Jumbo aura provoqué Pogacar et la Jumbo aura perdu toutes ses armes, provoqué sa perte. Et à ce jeu-là, on en parle souvent, Romain Bardet a toujours cette phrase « take the risk or lose the chance ». Bravo à la Jumbo-Visma qui avait les armes, certes, collectives pour le faire, mais qui n'était pas obligé de le faire. Vingegaard n'était qu'à 40 secondes au classement général. Crois-moi qu'il y a beaucoup d'équipes dans beaucoup de situations avec beaucoup de coureurs qui n'auraient pas pris les risques que la Jumbo-Visma a pris aujourd'hui. Et rien qu'en ça, c'est fantastique parce que imaginez Pogacar en difficulté face à Vingegaard sur de l'altitude et sur l'enchaînement des cols. C'était possible de le voir avoir une défaillance comme ça. Ça, certes, c'était pas une de ses meilleures journées au Slovène, mais je peux dire que les efforts qu'il a fait en haut du Télégraphe et au début du Galibier, c'est là qu'il les a payés dans le Granon. Ça, c'est sûr et certain. Il y a au moins 50% de ces efforts-là qui se sont payés dans la montée finale. Et ils ont créé aussi les conditions pour qu'il y ait un gros craquage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas repris 20 secondes ou 30 secondes à Pogacar. Et il a repris quasiment 3 minutes, Jonas Vingegaard. Enfin, plus de 3 minutes avec les 10 secondes de bonification. Je remets le classement pour ceux qui sont arrivés en retard, Paul. J'ai remis le classement d'étape.
Il était à 39 secondes ce matin et là, il a 2 minutes 22 d'avance sur Tadej Pogacar. C'est vraiment énorme ce qu'il a créé comme écart et c'est ce qu'on disait en début de Tour de France. Il faudra attaquer Pogacar quasiment tous les jours pour voir finalement quand il n'est pas bien. Et en fait, plus que tous les jours, c'était même fallait l'attaquer toute la journée pour réussir à le faire craquer et prendre le maximum. Tu ne pouvais pas espérer plus que ça. Tu ne pouvais pas espérer prendre plus de 3 minutes à Pogacar. Je pense que même dans les scénarios les plus idéaux qu'ils avaient façonnés hier et depuis des semaines, Jumbo-Visma, il ne s'imaginait pas lui prendre 3 minutes aujourd'hui. Honnêtement, c'était inconcevable. Tadej Pogacar, il n'a jamais lâché le maillot jaune. Quand il l'a pris, il l'a toujours gardé jusqu'au bout. C'est une machine depuis 2 ans et demi qui ne perd quasiment jamais. Quand il veut gagner, il gagne. On l'a vu même sur les étapes de ce Tour de France, il veut gagner à la planche des belles filles, il va gagner à la planche des belles filles. Donc c'était inconcevable de lui prendre autant de temps, mais ils ont créé les conditions pour que ce soit possible. Et franchement, énorme coup de chapeau à Primoz Roglic, parce que oui, il craque sur la fin, il perd beaucoup de temps, et désormais, clairement, il n'est plus un danger au classement général. Mais il y en a tout à l'heure dans le chat qui disaient pourquoi Pogacar s'est embêté à aller chercher Roglic, parce que Roglic, il était que à 2 minutes 40, je crois, ce matin, et c'était pas beaucoup. Et quand tu vois les écarts qu'il y a à l'arrivée, tu ne pouvais pas laisser Roglic reprendre 3 minutes. C'était beaucoup trop risqué de laisser Roglic revenir au même niveau que Vingegaard et de nouveau avoir 2 coureurs qui étaient dans la bagarre avec toi. Donc en fait, il était bloqué, Pogacar. Il était obligé d'aller sur Roglic, et Roglic, honnêtement, était très très fort. Ça s'est peut-être pas vu dans le Granon, mais pour suivre et être dans le quatuor, dans le Télégraphe et dans le Galibier, c'est qu'il était très fort, et le nombre d'accélérations qu'il place, honnêtement, il a tout donné pour son coéquipier. C'est clair. Et son coéquipier, parce que tout ça ne sert à rien si tu n'as pas un équipier qui assume. Jonas Vingegaard a assumé, Paul. Jonas Vingegaard, c'est quand même un coureur très très jeune, mais surtout, alors il a exactement 25 ans, mais surtout c'est sa première victoire sur le Tour de France. On en parlait dans les émissions, il lui manquait cette ligne de palmarès qui le fasse définitivement rentrer. Bon, podium du Tour de France, bien évidemment, mais en termes de victoire, à un moment où il y a une photo, tu te dis, bon, ok, ce mec-là est un très grand du vélo, ou sur un très grand, je ne sais pas, tu vas me dire, mais aujourd'hui, Jonas Vingegaard, le niveau qu'il a atteint, stratosphérique. Ouais, parce qu'un truc dont on n'a pas parlé encore, c'est cette attaque dans le Granon et la vitesse à laquelle il dévore les derniers kilomètres de cette étape. C'est extraordinaire. On parlait d'impression visuelle dans ce Tour de France. Je ne sais plus avec qui c'était. Peut-être avec non, c'était, tu te souviens, Robin, quand on parlait d'impression visuelle, d'un truc qu'on semblait n'avoir jamais vu. C'était Pogacar, non ? Une accélération, peut-être Pogacar. Cette année, l'impression visuelle, c'était Van Aert sur. On parlait de Van Aert. Van Aert aujourd'hui. Moi, l'impression visuelle de Jonas Vingegaard aujourd'hui dans le Granon était extraordinaire. La manière dont il a déposé tout le monde, la manière dont il a déposé un Bardet qui semblait peut-être être le plus fort derrière lui, la manière dont il a déposé évidemment Pogacar et Geraint Thomas, c'est extraordinaire. J'aimerais bien voir les chiffres, les watts et le temps de montée. Mais c'est assez incroyable la manière dont Vingegaard a réussi à transformer l'essai pour la Jumbo. Alors que moi je suis désolé, jusqu'à ce que Vingegaard attaque, je suis persuadé que Tadej Pogacar est dans un fauteuil et qu'il va passer la journée sans encombre. Il te fait le coup en bas du Granon, Polo, de sourire à la caméra et mais oui. Ça, je suis désolé. Ça tu le fais pas si t'es pas bien. Et c'est pas un bluffeur. Ouais, mais j'ai l'impression que Pogacar il s'attache pas forcément. Ça peut être un bluffeur. Ouais, alors bluffeur, mais je pense qu'il prenait du plaisir. En fait, il imaginait pas sauter. Il imaginait être bien, mais je pense qu'il prenait du plaisir, comme ça il s'amusait sur le vélo. Et je pense que c'est un peu la personnalité de Pogacar. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien ce gamin de 23 ans. C'est que quelle que soit la physionomie de la course, qu'il gagne ou qu'il perde, et même à la fin, alors je te mets l'image d'ailleurs, Paul, à la fin, tu vois, il va taper dans la main de Vingegaard, et tu vois, cette image, elle représente Pogacar, c'est que qu'il perde ou qu'il gagne, qu'il s'amuse ou non sur le vélo, enfin, il a toujours le smile. Alors, on peut peut-être leur reprocher. C'est un jeu qui joue. Ouais. Tu vois, ses adversaires, je ne suis pas sûr qu'ils aient vu qu'ils rigolaient à la caméra, je ne sais pas. Mais franchement, moi, je l'ai bien aimé, cette image à la fin de Pogacar. Tu as raison, c'est qu'il n'avait pas anticipé qu'il n'était pas bien. Et ça, il l'a expliqué, ça lui est tombé dessus d'un coup dans le Granon. Donc sûrement qu'en fait, au moment où il regarde la caméra et qu'il sourit, en effet, il se sent sans doute très bien. Et donc voilà, Jonas Vingegaard voilà, on le voit à la fin, qui passe tout de suite à un petit appel. Peut-être il négocie les primes avec la Jumbo, je sais pas. mais en tout cas, aujourd'hui, il a tapé
il a tapé quand même très très fort. Je ne sais pas, Joël, si tu voulais enchaîner sur un autre truc, mais avant, je voulais quand même parler d'un truc. J'allais enchaîner sur la faiblesse du AE et sur Tadej Bravo Pogačar. Joseph, c'est un conducteur maîtrisé parce que c'est exactement là que je voulais aller. Allez, Sur je t'ai fait la passe. Pogačar et UAE. Là, non, mais la vraie question qu'on peut se poser, et beaucoup dans le chat cela sont posés, est-ce que Pogačar de 1 a fait une erreur aujourd'hui et de 2, est-ce que c'est rédhibitoire à l'heure actuelle aujourd'hui pour Pogačar avec cette équipe d'éventuellement remporter le Tour de France? Je pense que c'est deux questions que je te pose, Robin. Déjà, la première, est-ce que Pogačar a fait une erreur aujourd'hui, à ton avis? Alors, s'il a oublié de s'alimenter, oui. Là, oui, ce serait une erreur. Mais s'il a une défaillance, c'est pas de sa faute. Il était obligé d'aller sur les attaques de Roglic, sur les attaques de Vingegaard. Moi, je pense que la seule solution, ça aurait été de partir tout seul, mais il l'a tenté, j'ai l'impression, et il n'était pas assez fort pour ça. Et le moment où ils se sont retrouvés à deux, Pogačar-Vingegaard, Vingegaard s'est arrêté de rouler parce que ça ne l'intéressait pas de se retrouver isolé à deux dans le Galibier avec Pogačar. Donc non, moi je pense que Pogačar fait pas d'erreur aujourd'hui, sauf si on apprend ensuite que c'était dû à une erreur de sa part sur l'alimentation ou sur l'eau. Peut-être qu'il a oublié de boire ou de s'alimenter, mais pour l'instant, c'est pas ce qui ressort en tout cas. Mais en revanche, sur la deuxième question, est-ce que c'est rédhibitoire? Pour moi, pas du tout. Pogačar est tellement impressionnant. Vingegaard n'a pas encore gagné le Tour de France, loin de là. Et je pense que là, Pogačar, il est dans une position, alors pas qu'il préfère, mais un peu plus facile à gérer, parce que son équipe ne va pas avoir à assumer tout le poids de la course. Et on le disait depuis plusieurs jours que c'était un énorme point faible, son équipe, on l'a vu aujourd'hui. Mais là, désormais, ça va être à Jumbo-Visma. Alors eux, pour le coup, ils n'auront pas de problème pour gérer. Mais quand Pogačar va attaquer, il va falloir avoir les reins solides. Il va falloir que Vingegaard il soit au niveau d'aujourd'hui. Et on l'a vu, Pogačar, il n'avait pas de mal à aller prendre des bonifs à droite à gauche, à essayer de faire les sprints et de faire une cassure à tout moment. Demain, s'il se sent bien et qu'il attaque dans l'Alpe d'Huez, j'ai hâte de voir s'il aura retrouvé toutes ses capacités. Et si c'est pas demain, parce que c'est peut-être un peu court et qu'il sera peut-être pas au top, il y aura l'arrivée à Mende qui lui convient. Il y aura les Pyrénées qui arrivent derrière. Il y aura le contre-la-montre où aussi, il a malgré tout, faut le dire, un petit avantage face à Vingegaard, même si Vingegaard roule très bien. En théorie, Pogačar roule encore mieux. Donc voilà, le tour est encore loin d'être joué. Par contre, on a pris c'est une nouveauté, c'est inédit de voir Pogačar perdre le maillot. Donc forcément, on attend de voir ce qui va se passer derrière et ça nous donne un suspense de dingue, ça c'est sûr. Et après, il y a toujours, bien évidemment, la possibilité que Tadej Pogačar ait le Covid. Mais bon, s'il avait vraiment le Covid, avec une charge virale assez importante, il se serait fait balayer du Tour de là, France. vraiment, il n'y a rien que j'espère moins que ça. C'est le dernier truc que je veux. Si je peux rajouter un truc, non, mais ça, on est complètement d'accord, les gars. Si je peux rajouter un truc sur le Team UAE, certes, le Team UAE, je trouve qu'aujourd'hui, le Team UAE ne passe pas à côté. Il est pris en étau par une équipe Jumbo-Visma extraordinaire. On en a parlé depuis le début du live. L'équipe Jumbo-Visma est extraordinaire. Par contre, le Team UAE, là où on avait besoin d'eux, et Marc Soler l'a senti, parce que c'est là qu'il tente le jump, c'était en haut du télégraphe. Et là, on n'a pas vu Maïka, on n'a pas vu McNulty, et on a vu un Soler qui s'est cramé en faisant le jump, et qui après ne servait plus à grand-chose. Moi, Maïka, c'était bien de l'avoir sur le pied du Granon, mais moi, Maïka, j'aurais aimé le voir en haut du télégraphe. J'aurais aimé le voir en haut du télégraphe parce que c'est là qu'il y avait le feu, c'est là que Pogačar a laissé beaucoup d'afflux et c'est là que Pogačar a pris des coups mentalement. Il faisait que de se retourner, il n'était pas bien et c'était vraiment compliqué pour lui à ce moment-là. Je pense que le début de la fin pour Pogačar, c'était vraiment à ce moment-là et c'est à ce moment-là, il devait pas avoir. Il fallait pas qu'il ait 1000 coéquipiers. C'est là qu'ils ont tout mis aussi, Polo. C'est là que Jumbo a tout mis. Il y avait que Roglic, Vingegaard et Thomas capables de. Comment Maïka peut être le dernier fusible à sauter au Granon à 6 bornes de l'arrivée? Parce que derrière, ils se sont refait la cerise, Polo. Mais quand il y a Vingegaard et Roglic qui attaquent, moi je trouve ça normal qu'il n'y ait plus de coéquipiers pour UAE. On sait très bien que, en gros, Roglic et Vingegaard, c'est deux coureurs qui ont le niveau pour gagner le tour ou au moins être sur le podium. On savait très bien que Pogačar, il n'a aucun coéquipier de ce niveau-là. Donc c'est logique que quand il reste que 4 bonhommes, Pogačar il soit tout seul. Ouais, tu vois, je lis je lisais les messages pour ça que j'ai bugué. Ils ont été surpris. Poga saute avant Maïka. C'est pas à moitié faux, ça. Moi, c'est pour ça, c'est le regret que j'ai. Alors, je sais pas pourquoi. Ils ont peut-être été surpris à l'image de Gaudu et de la Coupe FDJ dont on parlera tout à l'heure, qu'ils l'ont dit, qu'ils ont été un peu surpris, un peu bloqués au moment où ça a accéléré. Je sais pas où ils étaient, ces gars-là, mais quand on voit la forme de Maïka sur la fin de l'étape, on peut se demander dans quelles circonstances il aurait pas pu être là sur le haut du télégraphe. Et je pense que si Maïka est là sur le haut du télégraphe, a imprimé un tempo qui t'a sauté après,
peut-être que la confiture n'aurait pas été la même sur le granon. Mais là, on fait de la fiction. Je pense que C'est c'était à le petit bloc, hein, regret que j'ai. C'est tout le le petit long, regret que j'ai Polo. pour l'UAE, quoi. Tout le long, quand ils sont à 4, là, tu as Solaire qui essaye de revenir, qui finit par réussir d'ailleurs, et c'est le moment où ça tue un petit peu cette offensive, cette première partie de l'offensive. Mais ils sont à bloc, hein. Et quand tu vois Pogacar qui parle aux oreillettes, il est en train de leur gueuler dessus. Vous êtes où? Enfin, alors, je ne sais pas s'il leur gueule dessus, mais il est en train de Ouais. demander du soutien et de demander qu'est-ce qu'on fait. Il a Et, peut-être été un peu trop agressif, c'est pour ça qu'ils se sont cachés. Hein. ouais, et franchement, c'est la première fois qu'on voit Pogacar perdre le maillot, mais au-delà de ça, c'est la première fois que je vois Pogacar maillot ouvert en train de galérer. Ouais, ouais. Que je Ça, vois La photo, Pogacar Paul, parler à de l'oreillette au moment l'arrivée. où il y a Vingegaard qui attaque, tu vois. C'est incroyable. Ouais, et on le voit arriver tête baissée. On l'a vraiment senti en galère dans les derniers kilomètres. Et je dis j'allais dire dans les derniers hectomètres, mais c'est vraiment dans les derniers kilomètres. Les 3 derniers kilomètres ont été durs pour Tadej Pogacar. Les images, en plus, on le voyait seul dans la fin du Granon, qui est un col relativement rocailleux comparé en bas où il se sentait relativement bien, qu'il y avait du public, il y avait du fumier, il y avait du monde, il y avait de la verdure. On imagine que la différence mentalement, c'est un moment qui peut vraiment rester ancré dans sa mémoire. Et on va voir demain comment il va réagir, et on va voir comment demain il va utiliser un parcours qu'on va dans quelques instants analyser, parce que demain ça repart. Il peut y avoir une très belle étape pour Tadej Pogacar et rien n'est terminé. On pourrait continuer à parler de cette étape sur la Jumbo et sur Tadej Pogacar encore longtemps, mais les gars, aujourd'hui, surtout, il y a encore plein de trucs à analyser, et notamment la deuxième place de Romain Bardet au classement général grâce à sa troisième place aujourd'hui sur l'étape du jour à 1 minute 10. On parlera de Quintana juste après parce qu'on va un peu englober ça avec Warren Barguil. Mais Romain Bardet, Paul, le niveau qu'il a atteint, ça donne presque des regrets pour le Giro. Mais on s'est dit, waouh, c'est bah, quel plaisir, quoi. ça donne presque des regrets. Non, c'est pas presque. Ça donne énormément de regrets pour le Giro. Mais encore une fois, c'est une chose qu'on avait mise en avant dans ce début de tour et surtout sur la preview. Moi, Romain Bardet, avec son discours, avec la forme qu'on savait qu'il allait avoir, je ne l'imaginais pas viser autre chose que le classement général. C'était presque sûr. En tout cas, on l'espérait. Il n'a eu aucun problème durant cette première semaine. C'est peut-être ça qui l'a conforté dans l'idée de se placer dans ce top 10 et de jouer, pourquoi pas même un podium. Mais quand tu vois la forme de Romain Bardet aujourd'hui, derrière Pogacar, derrière Vingegaard, c'est lui le plus fort. Alors on peut me dire que Quintana a anticipé et qu'ils ont fait un peu jeu égal. C'est possible. On peut pas. Non, sur la journée, c'est Bardet. C'est Bardet le deuxième plus fort. Sur la journée, Bardet accélère. Bardet se fait un peu piéger aussi, mais à l'image de beaucoup de coureurs, Bardet se fait piéger dans le télégraphe. Bardet attaque dans le galibier. Bardet fait le jump sur Vingegaard et Pogacar juste avant la bascule. Et Bardet attaque dans le granon. Me parle pas de bascule, Polo. Bardet Je veux pas parler de bascule. Bardet était extraordinaire. Et Renaud dit quelque chose d'intéressant, c'est que l'attaque de Bardet, je n'ai pas souvenir d'attaque tranchante de Bardet, même en 2016, même en 2017, surtout en 2017, des attaques de Bardet aussi tranchantes face au cadre. En gros, tu poses la question de savoir si c'est pas le meilleur Romain Bardet en carrière qu'on ait vu aujourd'hui. C'est une très bonne question. On va attendre. Voilà. On n'a pas à peine fait la moitié du tour. On vient de passer la moitié du tour. Mais c'est que le début de la haute montagne. On va attendre. Romain Bardet est dans une forme extraordinaire. À comparer avec l'adversité qu'il a eue peut-être en 2016-2017. Mais Bardet est extraordinaire et surtout aujourd'hui, il a fait le spectacle comme il aime le faire. Bardet a couru comme il aime le faire. Bardet semble prendre du plaisir. Tout va bien pour lui. Bon, il y a eu cette petite chute il y a 3-4 jours, mais ça a l'air d'être de l'histoire ancienne et tant mieux pour une fois qu'on peut passer des journées un peu moins bien sans trop de galères pour nos Français. Ça vaut aussi pour David Gaudu. Tant mieux. Aujourd'hui, Romain Bardet nous a fait rêver et franchement, ça rajoute encore un peu plus au mythe de cette étape parce que on a évidemment regardé Warren Barguil, on a évidemment regardé le duel Vingegaard, Pogacar, les Ineos et Jumbo, etc. Mais on a aussi et surtout regardé le placement à chaque fois de Romain Bardet, où est-ce qu'il était, comment il était, s'il attaque, quel écart il arrive à faire, les vues d'hélicoptère, etc.
D'ailleurs, en parlant de ça, on pourra peut-être parler de la réalisation un peu plus tard si on a le temps. Non, Paul, Mais non, c'est pas une journée pour s'énerver. ouais, c'est pas une journée, c'est une journée de fête. C'est une journée de fête. On va éviter de parler de ça. Mais voilà, J'ai mis les photos, Paul, de Romain Bardet, justement, pour revoir un peu et se faire un peu kiffer. Il attaque quand même à 5 bornes de l'arrivée, c'est-à-dire que c'est pas une attaque. Il n'a pas attendu. Il a encore C'est loin. pris le risque d'attaquer. Il attaque en plus les favoris. Il attaque même avant Jonas Vingegaard pour finalement avoir cette image à la fin, Robin. On voit un Romain Bardet qui est pensif et alors, je ne sais pas du tout ce qui se dit, mais on imagine bien et on a la sensation qu'il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui pour lui. Moi, je sais pas non plus ce qu'il se dit, mais je l'imagine bien se dire ça, c'était du vélo. Parce que franchement, je pense qu'il a kiffé son étape. Quand tu vois dans le galibier, sur le haut du galibier, il bascule quasiment avec Pogacar et Vingegaard, on est d'accord? Et il part dans la descente ouais. à Il 3. fait le jump juste avant de basculer. Et il y a Thomas qui est juste derrière. Et alors déjà là, quand tu vois, bon, il a fait une attaque. Ensuite, les deux très forts le déposent un peu et il revient. Et là, tu te dis, Bardet est le troisième homme en fait. Il est le troisième plus fort aujourd'hui. Il s'était un peu fait surprendre sur le coup dans le Télégraphe, mais dans le Galibier, c'est lui qui est là. Et là, tu te dis, alors là, on pouvait avoir l'espoir que Romain Bardet soit à ce niveau-là, mais il n'y avait pas de certitude. Et là, tu te dis quand même, c'est incroyable d'avoir Romain Bardet à ce niveau-là. Et la montée du Granon qu'il fait, j'ai presque cru à un moment qu'il allait accrocher la roue de Vingegaard quand Vingegaard passe. Bon, malheureusement, il était trop fort aujourd'hui, le Danois, mais franchement, l'étape de Bardet, c'est magnifique. En étant, rappelons-le, assez isolé quand même, il n'a pas beaucoup d'équipiers pour lui en haute montagne. Hein. Et ouais, tu te replaces deuxième du général. Alors bon, j'attends de voir un peu ce que va nous faire Pogacar sur les prochains jours. Je pense que ça va être compliqué de rester dans les temps de Pogacar, surtout qu'il y a le contre-la-montre de 40 bornes à la fin. Mais tu te dis, le podium pour Romain Bardet, ça devient jouable. Hein. Ça devient jouable. Il est dessus, donc évidemment que c'est jouable, quoi. Mais là, magnifique. Je vais mettre le classement général, le top 20. D'ailleurs, parce que tout à l'heure, celui que j'ai affiché n'était pas tout à fait exact. Merci de me l'avoir signalé, les amis. Pour voir que du coup, Jonas Vingegaard a 2,16 d'avance sur Romain Bardet. Mais par contre, on voit que entre Romain Bardet et jusqu'à David Gaudu, qui est 7e à 3,13. Donc, en fait, Romain Bardet n'a même pas une minute d'avance sur David Gaudu. Super serré. On va voir que c'est hyper serré. Mais du coup, voilà, pour Romain Bardet, on aura le temps, encore une fois, d'en parler. Un petit truc vraiment rapide à rajouter là-dessus. Et peut-être que c'est une lecture intéressante qu'on parle de cette étape. C'est que dans le Télégraphe, Bardet et Gaudu, d'ailleurs, sont avec leurs coéquipiers, ne se sont pas mis dans le rouge, comme c'est peut-être mis un Geraint Thomas un peu dans le rouge, comme c'est peut-être et sûrement mis un Roglic dans le rouge. Robin Bardet était notamment avec l'Ekné Sud et surtout Chris Hamilton qui fait un dernier relais assez monstrueux pour revenir sur le haut du Télégraphe et sur la transition autour de Valloire, tout comme les coéquipiers de David Gaudu l'ont fait. Bravo aussi du coup à cette équipe DSM à qui on promettait un peu l'enfer, équipe jeune, inexpérimentée, mais qui a fait quand même du très bon travail aujourd'hui. Et ça on peut aussi le saluer parce que sans les coéquipiers de Romain Bardet, entre autres, peut-être que ça ne rentre pas dans le galibier et que l'histoire peut être différente. Et ça a surtout permis à Romain Bardet de s'économiser un peu plus, là où notamment un Geraint Thomas, un Roglic et d'autres ont fait vraiment beaucoup d'efforts. Thomas fait quand même une étape de dingue aussi, hein, Polo. Ah bah c'est clair, il est avec le trio quand ça part dans le Télégraphe. Il bascule à 10-15 secondes au sommet du galibier de Pogacar, Vingegaard et Bardet. Et il fait une montée du Granon encore impressionnante. Hein. C'est quand même lui qui dépose Pogacar. À un moment, il se dit, je vais attaquer. Et il le dépose et il va faire 4e au sommet. Donc là encore, une 10-15 secondes derrière Bardet. Honnêtement, impressionné par Geraint Thomas. J'en avais parlé un peu ce matin sur Winamax, mais moi, j'y croyais pour que Thomas soit proche du podium. J'avais même mis une petite pièce dessus. Et honnêtement, je suis encore une fois impressionné, mais il faut commencer à avoir l'habitude. Les grosses étapes de montagne ne font pas peur à Geraint Thomas. Et en fait, il est à l'aise sur ce terrain-là. Il a 36 ans, hein, l'anglais, le gallois. Il a déjà gagné un Tour de France, mais il s'accroche, il est là, il joue son podium à fond. Je pense qu'aujourd'hui, il ne peut pas faire plus, mais l'étape qu'il nous fait, franchement, impressionnant. J'ai vraiment été agréablement surpris parce qu'il y en a beaucoup qui le donnaient mort dès la première grosse étape des Alpes. Non, mais clairement. Et David Gaudu qui termine 5e de l'étape, qui est en position pour jouer le podium du classement général. Il faudra attendre un peu
un peu de temps, Jess Sparrow dit Madouas, c'est le Van Aert de la FDJ, podium sur les pavés en avril et équipier de luxe dans la montagne. C'est un commentaire qui est intéressant, les gars, parce que aujourd'hui David Gaudu doit son état dans le classement général tout autant à lui-même, qui a parfaitement terminé, de gestion, mais aussi à son équipe. On a vu un Storer et un Madouas qui ont été très impressionnants. Ouais, Gaudu, il peut remercier son équipe, et il l'a fait d'ailleurs dans les commentaires de fin de course postés par la groupe ADJ. C'est ce qu'il met en avant. Il dit, si j'ai pas mes coéquipiers, je suis peut-être à 20 minutes au classement général ce soir. C'est une possibilité. Le fait est que quand tu regardes un peu, que tu dézoomes sur la situation, quand tu vois le travail de la groupe ADJ aujourd'hui, de Geniette, de Madouas, de Storer, franchement, un grand merci à ces gars-là, des vrais soldats qui ont permis à notre David Gaudu national déjà de rester dans la course à une journée où ça a été quand même compliqué. Je pense qu'il avait les jambes mais qu'il a été piégé un peu dans le télégraphe et après difficile peut-être même mentalement de se remettre d'aplomb dans le galibier. Il ne s'est pas affolé sur le granon. Résultat, il fait une montée, Gaudu, une montée du granon extraordinaire. Il a ramassé les morts, comme il aime bien faire. Hein. C'est quand même un style qu'on lui a déjà vu faire, David Gaudu. Franchement, je suis impressionné par lui, par son équipe et par cette capacité de réaction après un début d'étape vraiment compliqué mentalement. Ça va pareil, c'est des petites choses comme ça après cette première semaine qui s'est très bien passée. Là, le fait de pouvoir revenir d'aplomb dans une étape comme ça, finir 5e en déposant Pogacar, en déposant Adam Yates et en étant finalement pas si loin des contenders pour le podium. Franchement, chapeau à David Gaudu. Et j'ai hâte vraiment de le voir peut-être encore avec de meilleures jambes et peut-être aussi un peu mieux placé, un peu plus alerte, on va dire, parce que encore une fois, je pense qu'il s'est vraiment fait surprendre dans le télégraphe et je pense que c'est un peu dommage parce qu'on aurait peut-être pu le voir encore un peu mieux placé et surtout garder un peu d'afflux pour la suite de l'étape. Alors après, ce qu'on disait avec Bardet, c'est que ça l'a peut-être aidé justement de rester au chaud avec ses coéquipiers au sommet du télégraphe notamment. Mais le fait est que il a eu quand même du mal à rentrer dans cette étape et il s'est très bien remis. Donc bravo, vraiment bravo à lui aussi et bravo à toute cette équipe pour pas FDJ. Je l'ai trouvé lâché un peu tôt, moi, dans le granon. Je me suis dit, ah, merde, déjà décroché. Il restait quand même pas mal de monde. Et finalement, il fait une montée en gestion vraiment impressionnante. Et tu te dis, si c'était ça son jour un peu moins bien, c'est très, très prometteur. Et comme tu as dit tout à l'heure, Joseph, quand on voit à quel point il y a un paquet de coureurs resserrés en moins d'une minute du 2e au 7e, tout est encore totalement jouable. Tu as quand même un Adam Yates aujourd'hui qui a sûrement perdu un peu de temps parce qu'il y avait Geraint Thomas devant, donc il n'était pas totalement libre de rouler comme il voulait. Va falloir faire attention, mais pour David Gaudu, je pense qu'il est là où il faut être. Alors malheureusement, entre guillemets, il est dans ce groupe de 6 coureurs qu'il y a, il est le dernier dans le classement puisqu'il est 7e au général ce soir, mais ça se joue vraiment à une poignée de secondes, donc ça va vite se clarifier dans cette hiérarchie. Bon, par contre, les gars, toujours pas de victoire française. On n'est pas passé loin aujourd'hui parce que Warren Barguil a fait un sacré numéro. Il a été lâché relativement tôt dans les échappées depuis le début du tour. Là, on l'imaginait peut-être un peu mieux, mais aujourd'hui, il te fait une très belle étape, Robin, et il finit par être repris. Alors, il y a eu une attaque étonnante dans un premier temps de Nairo Quintana, mais peut-être que Warren Barguil avait dit qu'il commençait vraiment à taper. Et globalement, du coup, ça donne une très belle étape de la part d'Arkea Samsic. On le rappelle, équipe française. Ouais, super équipe d'Arkea hein, qui attend. Excuse-moi, Polo, tu Non, vas-y. Arkea qui attend une première victoire sur le tour, quand même. Ça fait plusieurs années et il passe pas loin. Là, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de regret. Hein. Quand tu vois le niveau de Vingegaard, même si Quintana a tenté un coup, il n'y avait pas moyen, à mon avis. Et moi, j'ai vu que ça a fait parler quand Quintana a attaqué. Je comprends que ça avait fait parler sur le coup. Mais quand tu vois le résultat final, je pense qu'il n'y a pas matière à polémiquer. Warren Barguil finit loin. Il était quand même un petit peu fatigué et il n'y avait pas assez d'avance, clairement, pour que ça le fasse pour Warren Barguil. Donc, ce qui a plus surpris, je pense, c'est de se dire Quintana, il n'était pas au top dans le galibier. Qu'est-ce qu'il fait attaquer au pied du granon? Mais finalement, là, il s'était bien refait la cerise. La preuve, il fait une très très belle montée. Il fait 2e. Vraiment, il n'y a pas de regret à avoir, je pense, pour Barguil et sur le côté Quintana attaque alors que son coéquipier est devant. Pour moi, rien à dire. Il y avait en fait, c'était juste déjà terminé pour Barguil. Il n'y avait plus assez d'écart. Complètement d'accord. C'est pour moi complètement un faux débat.
Je pense qu'il y a eu de la communication. Alors certes, j'ai l'impression que parfois et Barguil et Quintana n'avaient plus les oreillettes, mais notamment Barguil avait sa voiture qui était à côté, avec qui il discutait beaucoup. Tu le vois rapidement que Warren Barguil est en train de s'écrouler dès les premières pentes. Jackie Durand, que j'écoutais sur Eurosport, qui connaît quand même bien mieux le vélo que vous et moi, l'a aussi dit très rapidement. D'ailleurs, ça ne se trompait pas autant qu'il perdait. Factuellement, tu savais que Warren Barguil n'irait pas au bout de cette étape. Et à ce petit jeu-là, est-ce que Quintana ne valait-il pas mieux qu'il anticipe, justement, un peu comme l'a fait Bardet, histoire de ne pas prendre un énorme tir comme d'autres auraient pu le faire au moment de Ça lui a permis de monter au Vingegaard. rythme qu'il voulait, Quintana. Ça, de 1, lui a permis de monter au rythme où il voulait, et de 2, de finir deuxième de cette étape. Là, il aurait peut-être fini troisième, quatrième, il n'aurait peut-être pas pris les bonifs, et voilà. Je trouve que Arkea Samsic a très bien joué aujourd'hui, pardon. C'est un bon résultat global, un bon résultat d'ensemble, avec Barguil qui se place au classement par points, Barguil meilleur, plus combatif, Quintana qui fait deuxième, qui va chercher des bonifs. Il n'y avait pas beaucoup mieux à faire pour cette équipe aujourd'hui, j'ai l'impression. Et bravo surtout à leurs deux leaders, Warren Barguil et Quintana, qui dans leur rôle ont été vraiment excellents, je trouve. Ouais, et c'est un véritable retour en forme pour Nairo Quintana, qui, on le rappelle, son dernier podium sur un grand tour date de 2017, c'était sur le Giro. Il avait gagné la Vuelta en 2016 et il avait fait podium du Tour de France en 2016. Mais depuis, sur le Tour de France, ce sont des relatives déceptions pour lui, qui avait déjà fait un podium, 12e, 10e, 8e, 17e, 28e. Et là, il est de retour en forme. Podium Quintana sur le Tour, non? Oui, mais là, je dis, ouais, il fait deuxième et il fait 2 fois deuxième aussi. Mais je veux dire, chronologiquement, ça fait presque 5 ans, en gros, qui cherche à retrouver ce niveau-là. Et pour Arkea, peut-être que c'est une bonne pioche, mais encore une fois, c'est la première étape de montagne. Donc, on va attendre, mais il se positionne comme un prétendant au podium. Et je pense qu'il aurait clairement signé Emmanuel Hubert pour ce résultat-là après le Granon. On avance, les gars, pour juste, les gars, je voulais juste parler du Granon pour terminer. Globalement, apparemment, quand on passe par le Granon, le maillot jaune tombe. C'est arrivé à Bernardino et puis quelle belle montée, quoi. Je pense qu'on a tous envie que le Tour revienne rapidement au Granon. Ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce qui fait l'étape, c'est pas forcément le Granon, hein. C'est le Galibier qui est un col. Mais un truc en plus. Ce qui est un col. Bon, certes, le Granon est magnifique et franchement, c'est un magnifique point d'orgue à cette étape. Ça permet de faire des écarts. C'est important aussi, le fait d'être en prise tout le temps avec des très forts pourcentages. Voilà, ça récompense les meilleurs grimpeurs. Ça, c'est un fait aussi. On peut pas y aller au train. Je pense que c'est compliqué de monter au train plus de 5-6 km sur ce col. Franchement, avec, voilà, comme le dit Taba Legada, ou je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais l'enchaînement avec le col du Galibier, le col du Télégraphe et le Galibier, c'était très malin. Franchement, on a eu vraiment une très belle étape, et le Granon fait partie des circonstances pour lesquelles on a eu une très belle étape. Ouais. Il a tout, ce col, altitude et pourcentage, dit Mi-Pips. Donc voilà, bon, merci aux coureurs en tout cas pour cette étape. Merci la Jumbo, et on se tourne désormais vers le futur parce que il y a des Français qui peuvent jouer le podium, des Français qui peuvent jouer la victoire. Bref, ça va être génial de vivre ça tous ensemble. On a passé les plus de 1000 sur le débrief, donc merci à tous de votre fidélité. On continue avec, du coup, il y a du monde, franchement, et c'est dingue. Alors, on sait que le scénario du jour fait beaucoup, mais bon, on espère que aussi vous prenez du plaisir, et n'hésitez pas à nous faire du retour. Si par hasard c'est la première fois que vous êtes, on vous souhaite la bienvenue, et on vous le rappelle qu'on est là pendant tout le Tour de France de 18h à 20h. De 19 à 20h. Les gens vont venir demain, ils vont être déçus. Mais 19, par contre, les gars, on est beaucoup. Demain, venez, parce que ce sera une émission exceptionnelle. On n'en dit pas plus. Il y a moyen qu'on termine beaucoup plus tard que d'habitude, mais l'émission sera exceptionnelle pour le 14 juillet, avec la belle étape qui nous attend à l'Alpe d'Huez. Voilà, un petit conseil, soyez là à 19h. Ouais. Un point sur le classement de la Fantasy. Le classement d'hier, alors quand j'ai commencé le live, je suis allé regarder, il n'y avait pas encore le classement. Le classement d'hier, on avait Flock Flo qui était premier avec 74 points, 10 points devant Arthur et 12 points devant Vromega. Est-ce que le classement est à jour? Sinon, on va faire une petite commande. Je ne sais pas si c'est possible qu'on le fasse. Nous, aujourd'hui à 19h20, merci. C'est à 19h20, top, tu régales.
Merci Toff. Floc Flo qui est toujours leader, 77 points. Donc tu avais mis Romain Bardet. Bravo à toi, comme Arthur d'ailleurs, qui avait mis Romain Bardet. Et Vroméga aussi avait mis Romain Bardet. Donc tous les trois, vous êtes toujours leader. Il n'y a pas de changement. Robin, toi, tu avais mis David Godu, c'est ça? Non, moi j'ai mis Jonas Vingard, donc Ah, j'ai fait bon. le minimum de points possible. J'ai peut-être remonté quelques places. Alors après, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui avait mis un coureur qui a complètement craqué, sauf Ouais, il n'y peut-être avait ceux qui pas avaient de mis Roglic, risque. malheureusement. Mais ceux qui ont mis d'autres favoris ont dû marquer des petits points, même si tu as mis Pogacar, quoi, il est dans le top 10. Mais j'ai dû remonter un peu. J'étais autour de la 40e place, je crois, hier. J'étais 41e. Donc je dois être entre 20 et 40. Ouais, je suis en train de te chercher. Je pense que tu es bien remonté. Ou je te trouve pas. Ah, si, tu es 37e. Voilà, Ah, Robin, j'ai pas sérieux. gagné tant que ça. Hein. Ça J'aurais pu plus. grappille, ça grappille, ça grappille. Mais Bon, d'ailleurs, petit les à gars, petit. j'en profite aussi parce que c'est une belle étape et une belle journée. J'en profite pour annoncer les lots. Ah, Les lots pour le premier, officiel. deuxième et troisième de cette fantaisie. Écoutez bien les gars, parce que ça vaut le détour. Pour le troisième, on aura donc un maillot de la Quick Step champion de France dédicacé par Florian Sénéchal. Voilà, rien que ça, messieurs. Pour le deuxième, pareil, un maillot de la Quick Step dédicacé par Remco Evenepoel. Et pour le Incroyable. premier, je sens que vous en doutez, on aura un maillot de champion du monde dédicacé par Julien Alaphilippe. Voilà. Voilà Après, ce que gagne le premier. On s'en doutait surtout parce que Joseph l'avait dit quand tu n'étais pas là. Ah non, mais Ouais, fallait mais pas non. le dire. Mais Les gars, est-ce je que voulais t'avais balancer dit la que dernière c'était... fois, j'avais pas le droit de le dire en fait. Mais t'avais pas donné parce que c'était pas du tout sûr. Enfin, c'était pas du Si, tout alors, acté que ce sera j'ai dit, dédicacé. Hein. oui, mais ça, je l'ai dit que c'était pas sûr. Ah, la famille, je dis, si vous me lâchez sur ce truc-là, ça va pas le faire. Dites-lui à Paul que j'ai dit, c'est vraiment pas sûr que ce soit dédicacé. Mais voilà, ils Moi, seront de ce que je me dédicacés. rappelle, le premier jour, il était dédicacé. Le deuxième jour, il était c'est pas sûr les dédicaces. Ouais. Non. J'ai peut-être dit de la merde. Ouais. Non, c'est pour ça. Là, on a eu la confirmation. Donc voilà, le temps de faire dédicacer les maillots, ça prendra peut-être un peu de temps, au moins jusqu'à la Vuelta. Mais ceux qui gagneront auront bien leur maillot. Vous pouvez en être sûr et certain. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas d'entourloupe. En tout cas, ça vaut le coup de jouer. Ouais, Remco, on savait pas, clairement. J'avais pas tout dit. Pour les Belges, en tout cas, qui jouent, vous pouvez vous régaler et potentiellement choisir votre lot parce que, bien évidemment, si le mec qui est premier, il veut absolument le maillot de Remco, et ben il choisira son lot. Oui, voilà, c'est ça. Si le premier nous dit qu'il veut Remco, il aura Remco. Et le deuxième aura la Philippe. Du coup, on avance sur la preview de l'étape de demain. Alors, du coup, je vais aller chercher, Paul, ne mets pas tout de suite mon cher ordinateur parce que j'étais pas encore allé chercher le profil de tout ça. Donc, demain, arrivé à l'Alpe d'Huez, comme vous le savez pour certains, tac, hop. Je mets juste les profils des étapes, les amis. Je suis désolé, j'avais oublié de faire ça avant. Je vais vous le dire après. Après, je mets le profil. Je vais vous le dire à l'oral et après, je vous le montrerai. Donc, 12e étape du Tour de France, 165 km. C'est la réplique exacte, d'ailleurs, du Briançon Alpe d'Huez de 1986. À ce moment-là, Bernard Hinault avait gagné devant Greg LeMond, avec au programme une nouvelle ascension du Galibier, mais par l'autre versant, via le Lautaret, puis la montée du col de la Croix de Fer, avant de s'expliquer du coup sur les 21 virages. Paul, c'est un beau terrain de jeu. C'est un magnifique terrain de jeu. De toute façon, on le savait en abordant ce duo alpestre d'étape qu'on aurait cette bataille au Granon. Bon, j'ai mis le profil. Et pour ceux qui auraient des regrets par rapport à l'étape du jour et qui ont envie de se rattraper, je pense à des échappés, je pense aussi à des corps du classement général. Moi, je pense directement à un Pinot pour l'échapper, je pense directement à un Pogacar pour rattraper du temps en général. On a le terrain parfait. Le terrain parfait, pourquoi ? Parce que même si c'est par le Lautaret, tu commences directement à monter avec le col du Galibier, tu montes directement à plus de 2500 mètres. C'est largement suffisant pour foutre le bordel. Si t'es Pogacar, si t'es le Team UAE, ou même si t'es une autre équipe qui joue au classement général, pourquoi pas un Bardet tenter quelque chose ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Et ça va aussi permettre à un gros groupe de grimpeurs costauds de se faire la malle pour potentiellement l'étape aussi. Et c'est là que voilà, on pourra citer du Thibaut Pinot, je pense à du Kamna, je pense à du Mollema s'il est en forme, on peut souvent citer Thibaut Pinot. Oui, on peut souvent citer Thibaut Pinot et c'est normal parce qu'il le mérite déjà de 1 et de 2, c'est quand même un profil qui lui convient. Quand on le voit aujourd'hui dans le Télégraphe, il a l'air quand même d'avoir les jambes, il est lâché
assez rapidement, mais pas non plus tout de suite. Donc, il a l'air d'être assez en forme. Ce ne sera pas le seul à briguer cette étape demain. Mais en tout cas, on a le terrain de jeu parfait pour attaquer dès le début cette étape et pour pouvoir foutre le bordel. Donc, à voir comment ça va se passer. Il y a aussi les volontés d'un Jonas Vingegaard, parce que si Vingegaard veut l'étape, Vingegaard a les capacités avec son équipe de contrôler jusqu'à l'Alpe d'Huez. Donc, ça aussi, ce sera une donnée à prendre en compte. J'ai mis le profil du col de la Croix de Fer, Robin, pour voir que c'est un col qui est aussi compliqué et de la même manière. Alors, pour demain, je vais rentrer direct dans le vif du sujet avec toi parce que ça peut être un beau terrain de jeu. Mais hier, en voyant le profil, on se demandait si le Galibier allait être escamoté. On espérait de loin que la Jumbo attaque en force. La différence peut-être, c'est que demain, est-ce que tu vois un collectif capable de faire un peu la même chose, mais cette fois Jonas Vingegaard qui a encore plus d'avance que ne l'avait Tadej Pogacar. Ah non, alors ça non. Alors ça, ce qu'a fait Jumbo-Visma aujourd'hui, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Hein. Ça, on en est sûr et certain. C'est eux qui ont la plus grosse équipe du peloton, qui ont les plus gros cadors. C'est aussi les seuls qui ont Vingegaard et Roglic dans la même équipe. Donc non, personne ne va refaire le coup. Après, personne sauf Jumbo-Visma. Jumbo-Visma peut décider de remettre le bazar. Après, ça me paraît quand même compliqué, au lendemain de ce qu'ils ont lâché comme énergie aujourd'hui, de refaire la même. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que Pogacar, il n'est pas top aujourd'hui. Tu ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que demain, il ne faut pas essayer d'enfoncer le clou? Il y a Nilou4 qui dit ça dans le chat depuis quelques minutes, qui soulève cette question-là. Je pense qu'il y a cette tentation de se dire, Pogacar, l'année dernière, dans les Alpes, il a collé 5 minutes à Vingegaard. Donc, est-ce qu'il ne faut pas se prémunir de ça avant les Pyrénées, se dire, Pogacar, mettons-le le plus loin possible? Il y a deux choses. Finalement, c'est très dur à lire et ça va dépendre de l'état de Tadej Pogacar ce soir, comment il se sent et pourquoi il a eu une défaillance aujourd'hui. Il a dit en interview juste après l'arrivée, Pogacar, maintenant, ça va être à moi d'attaquer. Et j'ai l'impression qu'il aime plutôt bien ça. Donc, ça régale d'entendre ça. Moi, je ne sais pas vous, mais quand il a dit ça... là, il est obligé. Hein. Ça aurait été étrange qu'ils disent le contraire. Hein. Il y en a qui auraient dit je vais faire le point et tout. Hein. Je vais rester dans la route Vingegaard et je vais attendre une défaillance de mon principal rival. Non, il aurait pu être langue de bois. Hein. Il aurait pu dire des journées difficiles, je vais voir. Le mec, il a gagné 2 fois le tour. Hein. Il peut se dire bon bah voilà, ça a été difficile. Je sais pas. Oui. Moi, je pense que ça va beaucoup dépendre de Jumbo-Visma demain, parce que si Jumbo-Visma décide de contrôler, ils ont tellement une équipe forte qu'ils contrôleront. Et en fait, le seul moyen de mettre en difficulté Jonas Vingegaard, ce sera d'attaquer dans l'Alpe d'Huez, parce que j'imagine pas Pogacar partir alors qu'il y a de la vallée. Tu vois, il y a quasiment 10 bandes de vallée entre la fin de la descente de la Croix de Fer et le début de l'Alpe d'Huez. Sauf s'il y a quelqu'un devant. Ouais, d'accord, mais il a pas... façon Schleck, tu vois, on parlait de belles étapes de ces dernières années. Schleck au Galibier, il a eu ce relais salvateur pour cette belle étape. Je pense que c'est compliqué demain pour Tadej Pogacar de se dire en plus, après la défaillance d'aujourd'hui, de faire péter de loin, parce que tu t'exposes à avoir le même problème qu'aujourd'hui. Si c'est pour reperdre 3 minutes, c'est pas très rentable. Donc je pense que demain, Pogacar, s'il se sent bien, tentera des choses dans l'Alpe d'Huez. Et Jumbo-Visma, je me demande, parce que Jumbo-Visma... Chris Setti pose la question, hein, qui met un message pour la première fois dans le chat. Donc, salut à toi, Chris, qui dit peut-on voir Roglic attaquer tôt dans l'étape pour obliger UAE et Ineos à rouler? Non, parce que Roglic, désormais, il est trop loin. Roglic, ce qu'il a fait aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Ouais. Il est à 11 minutes au général maintenant. Donc, en fait, s'il part, on ne va pas le calculer. Alors, qui d'autre? Mais Jumbo n'a plus cette option. Jumbo l'a utilisée aujourd'hui. Ça a superbement bien marché. Mais elle n'existe plus, cette option. Maintenant, c'est seulement Vingegaard. Il n'y a plus que lui. Il n'y a plus 2 options. Il n'y en a plus qu'une seule. Donc, ils ont perdu cet avantage-là. Ils l'ont perdu d'une belle façon et ils ont utilisé cette carte de la meilleure façon possible. Mais aujourd'hui, cette carte, elle n'existe plus. Donc, elle existe à un degré largement moindre pour Ineos, mais c'est beaucoup plus dur parce que Jumbo, derrière, va rouler. Et puis, avec Ineos, on les imagine quand même pas aussi forts. Adam Yates n'a pas l'air capable, ouais. On a vu aujourd'hui Yates un peu en retrait en effet et Geraint Thomas était fort, mais il était quand même à la rupture quand il était avec Vingegaard, Pogacar et Roglic. Donc non, je pense que personne ne va pouvoir lancer des hostilités de loin et mettre en danger Vingegaard. Par contre, dans l'Alpe d'Huez, c'est possible. Si Pogacar a retrouvé ses belles jambes, celles de la planche ou de la première semaine de manière générale, oui, Vingegaard sera en danger. Et ensuite, on peut voir peut-être Jumbo-Visma vouloir enfoncer le clou.
peut-être attaquer dès la croix de fer. J'imagine bien ça, une accélération dans la croix de fer pour voir comment est Pogacar, pour voir s'il y a moyen de lui mettre encore plus la tête sous l'eau ou pas. Moi, je pense que l'écart qu'a réussi à faire Vingegaard aujourd'hui permet à la Jumbo d'être en réaction. Alors, est-ce que c'est leur manière de courir en tout cas, est-ce que c'est leur ADN, en tout cas sur ce Tour de France, on verra. Moi, j'imagine pas la Jumbo faire grand-chose. J'imagine la Jumbo être en contrôle, en réaction demain. À voir après ce qui se passe aussi dans l'Alpe. Voir aussi ce que joue Ineos, le team Ineos. Est-ce qu'ils jouent le podium? Est-ce qu'ils ont encore envie eux aussi de potentiellement essayer de renverser le Tour? Ils ont les armes. Il faut envoyer du Adam Yates devant. Là, maintenant, il y a plus trop à se poser la question. On se l'a posé ce matin. Geraint Thomas est le leader de cette équipe. Adam Yates doit avoir le rôle que Roglic a eu aujourd'hui, ce rôle de petit casse-bonbon pour le maillot jaune. Et à ce jeu-là, le team Ineos, qui a Pidcock aussi, qui a des armes à envoyer dans l'échappée et à faire bosser demain dès le Galibier, et ben, qu'il ne faut pas hésiter. Après, ça dépend aussi de ce que joue cette équipe. Si elle joue le podium, ce sera peut-être plus des Bardet qu'il faudra surveiller, peut-être plus des Pogacar, mais je reste persuadé que c'est un tour assez fou dans lequel Ineos a encore une belle carte à jouer pour pourquoi pas aller chercher un très beau résultat à Paris. Et demain, ils ont les cartes, eux, en tout cas collectivement, eux aussi ont les cartes pour tenter quelque chose de loin. Ce sera intéressant à voir aussi le comportement de ces coureurs comme Quintana, comme Romain Bardet, comme David Gaudu, qui lui tous aussi ces a coureurs peut-être qui sont peut-être un peu moins forts que Geraint Thomas et Tadej Pogacar au contre-la-montre, et s'ils veulent prendre un podium, vont devoir continuer à les attaquer en fait. C'est ça, donc ce sera intéressant. Moi, je pense que ça peut être un beau bordel demain, mais je vois le problème, et ce qui me fait un peu peur, en tout cas pour demain, on verra pour la suite du tour, c'est que cette équipe Jumbo a quand même les armes, voire plus que les armes, pour contrôler absolument tout ce qui va se passer demain dans l'étape. Donc il faudra voir. Ils ont la capacité d'envoyer des costauds dans l'échappée pour la torpiller de l'intérieur. Ils ont la capacité de faire barrage. Hein. On parlait de cette tactique longuement utilisée à l'époque Sky US Postal. Ils ont la capacité de rouler et même voire de contre-attaquer sur tout ce qui va se passer demain. Ce sera, voilà, ils ont les clés du camion maintenant, la Jumbo. On va voir si c'est possible de le faire sortir de la route. Pour moi, pas tant que ça. Tout dépend de la forme de Pogacar et honnêtement, c'est pas comme si aujourd'hui avait été le premier rendez-vous du Tour et qu'on se rend compte que Pogacar n'est pas au meilleur niveau. On a vu Tadej Pogacar très, 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 très fort sur les 9 premières étapes. Je pense qu'on est quand même assez d'accord avec ça. Donc, pourquoi il serait mauvais sur les 9 étapes qui arrivent? Il a eu clairement un jour sans aujourd'hui, mais moi, je pense qu'on va retrouver un Tadej Pogacar très fort. Et 2 minutes 12 d'avance ou peut-être un tout petit peu plus, je ne sais plus, 2,22, pardon. 2 minutes 22 d'avance sur un Tadej Pogacar très fort, ce n'est pas du tout l'assurance tout risque. Donc, je ne serais pas surpris que Jumbo demain verrouille et gère un petit peu pour ne pas prendre des risques. Ils en ont pris suffisamment aujourd'hui et ça se comprendrait totalement de se dire demain, on a lâché beaucoup de jus dans l'étape d'hier. Tout le monde doit être bien cramé ce soir. On va la passer un petit peu tranquille. En revanche, sur la suite du Tour de France, je pense que Jumbo ne peut pas se dire on a l'équipe pour contrôler et tout va bien aller. Parce que quand Pogacar il va attaquer, il n'y aura plus que Vingegaard qui sera là. Et ce sera de nouveau le duel qu'on a eu aujourd'hui pendant une bonne partie de la journée et qu'on avait eu à la planche. Et je pense qu'on va l'avoir partout quand ça grimpe fort. Il n'y aura personne d'autre. À moins que Pogacar ait son niveau d'aujourd'hui sur la suite du Tour, mais j'y crois pas une seconde. Je ne sais pas combien de temps ça va lui prendre pour se remettre. Je ne sais pas s'il le sera dès demain à 100% de nouveau ou s'il faudra attendre les Pyrénées. Mais quand Pogacar va être fort, 2 minutes 22, tu prends en plus l'avantage qu'a Pogacar sur le chrono par rapport à Vingegaard d'aller de quelques dizaines de secondes potentiellement. Il y a moins de 2 minutes. Hein. Il y a moins de 2 minutes à reprendre. Moi, je ne ferais pas une grande confiance. Enfin, si j'étais Jumbo-Visma, je ne me dirais pas 2 minutes. Franchement, on est royal. Je suis en train de rigoler parce que je vois Paul en train de se sécher, il n'en peut plus. Moi, j'ai chaud, j'ai plus d'eau dans mon verre, j'ai l'impression d'être Quintana dans les derniers hectomètres. J'en peux plus, je cherche de l'eau et Robin qui est tranquille dans sa chambre à l'ombre. Robin, c'est Vingegaard. Hein. Robin, c'est Vingegaard aujourd'hui. Mais tu sais, moi, en fait, moi, je supporte pas bien la chaleur, donc je m'équipe. Alors que vous pensez que vous supportez bien. C'est ça, les marginal gains, hein, dont les équipes qui dominent le tour aiment bien mettre en avant. C'est dur, mais bon, on va continuer. Pour demain, est-ce que vous avez un dernier petit truc à rajouter, les gars, avant de passer à la rétro?
Ça va. Moi, juste une petite pièce. Attention, Geraint Thomas, vainqueur à l'Alpe d'Huez en 2018. Aujourd'hui, très fort à la planche, à la super planche sur des gros pourcentages. Moi, je pense qu'encore demain, il va être à l'aise, notre ami Geraint. J'ai été Moi, grimpeur de si Charente. tu me parles, moi aussi, on n'a pas parlé d'un scénario où les échappés allaient gagner demain. Ouais, J'imagine c'est compliqué vu le bordel que ça va être en début d'étape, mais à ce petit jeu-là, il y aura peut-être des bons coups à faire. On en parlera demain matin dans Wina, dans l'émission L'échappée, Winamax à 11h. ouais, et on rappelle, hein, victoire à l'Alpe, c'est un statement, hein, donc il y en a Ouais. beaucoup qui la voudront. Mais il y en a peut-être un qui va en avoir une deuxième demain. Ouais, Est-ce que ce sera exactement. Geraint Thomas? Est-ce que ce sera Thibaut Pinot? On verra Je demain. sais pas. Ouais. Robin Bienfray à l'approche des Pyrénées, le cabri grimpeur pyrénéen, Robin le cabri, ça te va très bien, Robin le cabri. Du coup, on avance. Du coup, Robin, avant Robin le cabri, Robin, raconte-nous une histoire avec l'arrêt de Robin aujourd'hui. Mon Roby, tu vas nous parler du coup de l'étape la plus courte du Tour de France en 1971. Putain, elle était vraiment pas courte, j'aurais pu la faire. T'es bien informé, Joseph. On aurait pu la faire, je pense, tous les trois. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on serait arrivé dans les délais parce que ce jour-là, donc c'était le 13 juillet 71, les délais étaient vraiment très, très, très courts. Je l'ai noté quelque part. Voilà, une dizaine de minutes, les délais. Donc, bon, sur une montée de col, puisqu'il fallait monter à super bannière, pas évident de mettre moins de 10 minutes que les vainqueurs. Juste une petite question pour Polo, parce que Joseph, il a déjà vu. Est-ce que tu as un petit pronostic sur la longueur de cette étape-là? Bah oui, tu me l'as dit. Ah merde. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que c'est Il une n'a pas inventé surprise l'eau du coup? chaude. Hein. J'avais Le oublié que je t'avais cabri, prévenu. mais- J'avais oublié que je t'avais prévenu. Ah oui, bah, Bon, faut que tu me préviennes vu que je te fais un petit Paul, synthé Paul, maintenant. t'aurais pas dû lui dire. Ouais, j'avoue C'est que là tu que me tu vois, l'aurais t'es dit, pas il est assez. fort, Là, Polo. D'ailleurs, en t'aurais parlant clairement dû du mentir. synthé que j'ai fait, j'aimerais pouvoir, Joseph, utiliser mon très bel habillage et pour cela, il faut que tu changes de ton écran. Eh bien là, il y a le bon écran. Attends. Je suis pas sûr, Joseph. Ah bah non, ça a sauté. C'est parce Ah, que bah ça a voilà. sauté. C'est à tout qu'à péter. Bah, vas-y, Robin, continue du coup. On a niqué Bon, ta rétro. allons-y. Du coup, on revient au 13 juillet 71, il y a 51 ans. L'étape la plus courte du Tour de France, fallait aller de Luchon à Super-Bannière, sachant que Luchon, c'est en fait au pied de Super-Bannière. C'est une étape qui faisait 19 km 600. Donc, vraiment très, très court. Ça s'était jamais vu dans le Tour. L'étape consiste juste à grimper jusqu'à Super-Bannière. Une ascension de 18,5 km à 6,3%. C'est C'est bon, surtout la Polo, je t'ai mis, deuxième partie. le profil. Si tu peux réimporter l'ordinateur, comme ça on montre que Robin ne raconte pas des cracks. On Exactement. vérifie ses infos et on met le joli profil. Alors, c'était pas encore les profils PCS ni profil du Tour de France, mais c'est un joli beau profil. Ouais, ben, ça permet quand même de voir que l'ascension est un peu plus dure sur sa deuxième partie. Et en fait, ça a un air de contre-la-montre d'un chrono en côte. En 1962 et en 1979, pour donner des exemples, le Tour avait organisé 2 chronos d'une vingtaine de kilomètres dans Super Bannière. Donc finalement, ça se faisait. Mais là, on est donc sur une étape en ligne en 1971. Et c'est une journée particulière. Il pleut du matin au soir. Et cette étape a lieu surtout le lendemain de l'abandon de Luis Ocaña dans la descente du col de Monté, cette fameuse étape où il se tire la bourre avec Eddy Merckx. Luis Ocaña est maillot jaune, il a beaucoup d'avance au classement général et il va chuter et ne pas pouvoir se relever dans cette descente du col de Monté. C'est donc une de ces rares journées sur le Tour où il n'y a pas de maillot jaune puisque Eddy Merckx, le matin de l'étape, refuse de le porter en hommage à Luis Ocaña. Ouais, donc une montée sèche comme celle-ci, tout le monde part à bloc, j'imagine. Et il y a Fuente, Van Imp, Thévenet, Zoutmelk et bien sûr Eddy Merckx qui se tire la bourre, c'est ça? Exactement, tu as donné les noms de nos acteurs du jour avec un Eddy Merckx qui est pas dans son meilleur jour, justement, qui va perdre un peu de temps. Et la bonne affaire, elle est pour Lucien Van Impe, le Belge qui gagnera le Tour quelques années plus tard, en 1976. Ce jour-là, il recolle à environ 2 minutes au classement général. L'abandon de Luis Ocaña aidant, parce que l'Espagnol avait beaucoup d'avance, mais d'un coup, tout est relancé. Et surtout, la bonne affaire, elle est pour José Manuel Fuente, l'Espagnol qui remporte l'étape. Fuente, c'était un grimpeur impressionnant à cette époque-là, dans les années 70, vainqueur coup sur coup de 2 étapes, puisqu'il avait gagné la veille. Sauf que justement, la veille, c'est le jour de l'abandon de Luis Ocaña et sa victoire à Fuente était passée complètement inaperçue. Il avait été un peu frustré. Cette fois, à Super Bannière, on parle de lui et c'est vraiment un coureur qui va marcher fort pendant les années 70. Il va gagner 2 fois la Vuelta et il terminera même 3e du Tour de France en 1973. Mais c'est vraiment ces 2 victoires d'étape consécutives sur le Tour de France 71 qui vont changer sa vie. Pour donner une petite anecdote, Fuente, il était fiancé depuis 8 ans et il attendait en fait de gagner un peu d'argent pour demander en mariage sa compagne. Et avec les primes de ces 2 victoires, il peut enfin le faire. Donc voilà, je ne sais pas s'il était un peu radin ou juste prévoyant, mais il se lance au moment où il gagne ces 2 étapes sur le Tour de France. Et pour revenir à la course, le rythme effréné des favoris
bah, ça fait des dégâts. Je t'en parlais tout à l'heure, Joseph, il y avait des délais, mais c'était pas la folie. Fuente, il est monté en moins de 48 minutes et il y avait 9 minutes 32 de délai. Donc, fallait quand même être sacrément costaud, même quand tu étais un sprinter. Tu n'avais pas de descente pour te refaire, comme c'est le cas sur des étapes de montagne classique. Et donc, Eddie Pillman, qui était un sprinter belge de l'équipe Fagor-Mercier, il arrive dernier, 9 minutes 38 secondes après Fuente. Donc, si tu as bien fait tes calculs, ça fait 6 secondes au-delà des délais. Donc, normalement, éliminé. Et il y a son directeur sportif qui va plaider sa cause auprès des commissaires. Il explique que le vainqueur de l'étape, Fuente, avait lui été repêché 2 fois lors du Tour de France, à Orsières-Merlette et à Marseille, où il est arrivé hors délai. Donc, un argument qui fait mouche, les organisateurs acceptent. Il obtient gain de cause, le directeur sportif, le manager. Et Pillman sera autorisé à continuer la course. Mais voilà, c'est une étape très très courte, mais dans laquelle il y a quand même pas mal de trucs à raconter, pas mal de petites anecdotes à droite à gauche. Et ça s'est pas refait. Hein. On n'a pas vu depuis d'étapes aussi courtes. On a eu des étapes très très courtes sur le Tour de France il y a quelques années, mais c'est jamais allé jusque-là. Mais même là, ça se fait plus trop. L'étape la plus courte, bah, en fait, je regardais vite fait là, dans les 20 étapes les plus courtes, Robin, de l'histoire du Tour de France. Tu en as une qui a eu lieu dans les 20 dernières années. C'est celle du Grand Bornand. Non, c'est celle en 2018. C'était où? 68 km. Le col du Portet, ouais. Ça Ouais, partait voilà. en mode Formule 1. Avec Quintana qui gagne, je crois. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le départ en Formule 1. Victor de Quintana. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait est-ce que cette étape-là, c'est une demi-étape, Luchon Super Bannière, 19 km. Non, c'est pas du tout une demi-étape, c'est l'étape du 13 juillet et il n'y en a pas d'autre. C'est la seule. Je crois, je suis en train de vérifier, mais je crois qu'à cette époque-là, en 71, il y a déjà plus. Si, il y a encore des demi-étapes, pardon. Il y a encore des demi-étapes, mais ce jour-là, pas du tout. C'est vraiment les seuls kilomètres qu'ils feront dans la journée. Voilà, et avec ces belles photos là de José Fuente, donc de cette étape absolument sous incroyable. La flotte. Sous la flotte, effectivement. Merci Roby, de quoi on parle demain? Est-ce que tu sais déjà? Demain, on parlera de l'Alpe d'Huez et on parlera normalement de l'affaire Fignon-Hinault sur l'Alpe d'Huez en 1984. Eh bien, très bien. Très bien. On termine par le chat ce débrief absolument régalade aujourd'hui. Je prends beaucoup de plaisir avec vous, les amis. On le rappelle sur le chat, du coup, sur le quiz, Robin, tu mènes 6-4. Il mène 8-6. Il mène 8-6. Ouais, voilà, c'est bien ça. C'est pareil. C'est pareil, Paul. Bah non, c'est pas pareil, non. 6-4, ça veut dire qu'on s'est foiré quelques jours, quoi. Mais 6-4, c'est un département du sud-ouest. 8-6, c'est une guerre. Apparemment, t'aimes bien ça. Deux, j'aime bien les deux. Ouais. 8-6 pour Robin. Quiz spécial Alpe d'Huez, bien évidemment, les amis. Ça, j'aime bien. Il a bossé dessus, il a préparé sa Non, je ne l'ai pas préparé encore. Paul, l'Alpe d'Huez. Tu l'aimes, l'Alpe d'Huez. Tu en connais l'histoire. C'est vrai que c'est ton col préféré, Polo. Ouais, non. Pourquoi? Non, il va dire non. Je sais plus ce que j'avais mis, mais c'est possible, ouais. Si, c'est ton que tu avais dit que c'était ton col préféré. Mais après, il y a beaucoup de cols. Oui, après, on peut en discuter, mais oui. Heureusement, il ne dit pas la même chose aux femmes. Alors, 7 questions, les amis. Quel coureur possède le record de la montée? Pantani. 1-0 pour Paul. Bien joué. En 36-40. Deuxième question. Qui est le premier coureur à s'être imposé à l'Alpe? Copie, un partout. Alors celle-là, elle est sortie. Ah, mais je sais pourquoi tu es serein, Robin. Tu as lu le hors-série, l'équipe, là. Je ne l'ai pas lu encore non plus. Ah ouais, ça, on en parlera. Parce que moi, je l'avais feuilleté 5 minutes, mais pareil, il fallait que je prenne le temps de le lire avant demain. Ah ouais, et ouais, il y a un hors-série l'équipe qu'on nous a envoyé, mais on en parlera peut-être demain. Ils nous l'ont envoyé, franchement, il a l'air cool, mais moi non plus, je l'ai pas encore ouvert, pour tout vous dire. Du coup, ouais. Le premier coureur du coup à s'être imposé à l'Alpe, effectivement, c'est Coppi. Alors que Yves Courteverge. Oh non, mais arrêtez de me prendre à défaut avec vos. C'est peut-être son nom de famille, Joseph. Ouais, peut-être Yves, mais ok. Peut-être Yves. Peut-être. Du coup, le premier à s'être imposé à l'Alpe, c'est Coppi, mais qui est le premier Français à s'être imposé à l'Alpe? Bobet. Non. Hinault alors. Ouais. Paul, take the risk, hein. Or lose the chance. Hein. Ouais. J'allais le dire. Vraiment, là, pour le coup, j'allais dire, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Je cherchais un truc encore plus ancien. Bravo.
Celle-Nord, bravo. Thévenet, il gagne pas avant. Non, avant Thévenet, Hino il gagne à l'Izoard, il gagne à Pralou, mais il gagne pas l'Alpe. Mais avant 75 même. Non? Bah, on dirait pas, sinon il aurait dit Joseph. Ouais, c'est pas faux. Il semblait avoir un souvenir de ça. En quelle année l'Alpe a été escaladée en contre-la-montre sur le Tour? 2003. Non. Non, 87. 2004. C'est le Ventoux. Oui, Paul, 2004. 2004, avec Armstrong qui reprend Basso dans la montée. Ah, ça, c'est mon Paul qui lâche une petite information en plus. Bien, ouais. Un peu partout. En 2013, le Tour est monté 2 fois. Riblon. Le vainqueur. J'ai l'impression d'être un vieux Julien Lepers quand on répond avant la fin de ma question. C'est un enfer. Désolé. J'ai triché parce que je me suis dit pour lui, il allait l'avoir très vite. Mais je pense qu'il l'avait, mais qu'il a été trop réglo là-dessus. Bah, là, j'avais pas la question en fait, donc oui, forcément, j'ai pas répondu. Donc effectivement, Riblon, 3-2 pour Robin. Quel coureur s'était imposé à l'Alpe d'Huez en 2017 lors du Dauphiné? Très dur. À l'Alpe d'Huez lors du Dauphiné. 2017, Fugelsang. Non. Alors il n'est pas répertorié comme grimpeur. C'est un Britannique. Moi, je l'aurais pas. C'est un gros rouleur. Lucro. Non. Stannard. Non, c'est pas Stannard, mais t'es vraiment dans la bonne idée. Et maintenant, il est assistant directeur sportif chez la Bora. Il était chez la Sky. Il a 33 ans. Peter Kenok. Exactement. Quand même un peu. Peter Kinot. Ouais, je l'aurais pas eu en grimpeur. Kinot. Bah, je l'ai eu avec le directeur sportif chez la Sky. Donc, tout le monde l'avait sur le chat ou pas? Il y en a qui l'avaient. Mais pas si évident. Hein. Vous étiez pas beaucoup à l'avoir. Non, franchement, j'ai vu. Je me suis dit, tiens. Vous étiez 3-4 à l'avoir. S'il y a des gens qui l'ont eu avant les indices de Joseph, bravo. Parce qu'il faut une belle mémoire. Bilal, notamment, il a eu le premier. Bravo. Dernière question. Il va falloir être très décisive. Rapide. Décisive. Très rapide. Qui est le dernier vainqueur à l'Alpe? Pinot? Non. Thomas. Et oui, t'en as parlé tout à l'heure en plus, Robin. Ouais. Je l'ai eu, non? C'est pas moi qui l'ai eu, là? Oui. Bien sûr, tu l'as eu. Tu l'as eu, putain. Tu l'as eu, juste avant. Putain, et dans le chat, vous avez été solide, ça apparaît déjà. Bilal aussi, bravo. Ouais, bien ouais, les gars. Bien joué. Vous avez été vif. Ça fait donc 10-6 pour Robin. Pour le large. Qui fait un petit break sur les quiz. Donc voilà, 20h12, les gars, le quiz est terminé. L'émission touche à sa fin. On le rappelle, on est donc le matin à partir de 11h désormais sur Winamax TV, et puis 10h, donc de 11h à midi. On est tous les soirs de 19 à 20h, voire un peu plus quand on s'amuse et quand il y a des trucs à dire, on n'hésite pas, on a le temps, on est sur Twitch. Pour ceux qui regardent en replay, du coup, vous avez l'émission tout le temps comme vous le voyez en replay sur YouTube. Sinon, vous pouvez nous regarder en live et ça se passe sur Twitch. Roue libre 101, et si vous voulez toutes nos infos, elles sont là-haut en roue libre sur Twitter ou en roue libre 101 directement sur Instagram, et il y a souvent le Discord qui pop-up, et si vous avez besoin de liens et que vous êtes intéressé par Discord, n'hésitez pas à venir en MP nous le demander, qu'on vous l'envoie. Voilà, merci à tous. Un petit salut Joseph, on le fait pas souvent, mais à toutes les spectateurs féminines qui nous regardent, il y en a beaucoup, et il y a Johanna qui m'a écrit sur Insta, qui m'a dit: vous parlez jamais de nous, vous parlez toujours des mecs. Voilà, donc on pourra peut-être un jour déjà les saluer, parce qu'elles sont nombreuses, elles sont un peu plus discrètes. Beaucoup, hein. Et c'est vrai qu'avec le Tour de France féminin, l'explosion du cyclisme féminin ces derniers temps, il faut réussir à mettre ça en avant, et nul doute qu'on le fera avec le temps. Ouais, exactement. Et comme le dit Tony the Cyclist, c'est une parfaite finition, les amis. On va dire bonne soirée à toutes les rouleuses ce soir. Allez, ciao les bisous. Salut. Bisous.